Game begin. Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous exposer un de mes projets perso qui consiste en fait à l'aide d'un Raspberry et de matériel plutôt grand public. Ça, c'est une clé USB TNT, on va revenir dessus, une petite antenne. Eh bien, comment est-ce que j'ai la possibilité en fait de produire ce genre de choses? Donc, c'est un site Flightradar 24 qui affiche à peu près en temps réel la position des avions sur un fond de carte. Et derrière, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on peut faire tout ça avec des choses de plutôt simples et du matériel grand public et qui est plutôt fun à réaliser. L'idée, en fait, c'est vraiment, pour comprendre un peu toute cette démarche-là, c'est la notion de radio logiciel. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va venir pourquoi est-ce que les avions émettent des données un petit peu particulières et comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre avec du petit matériel. Je m'appelle Guillaume Montbry, je suis consultant et formateur à Zenica Nantes. Aujourd'hui, je travaille plutôt sur ce qui est plutôt à la mode comme sujet, tout ce qui tourne autour du DevOps. Néanmoins, j'ai grandi avec le monde du Java et j'aime bien les choses bien carrées. Et dans ma partie, mes hobbies, en fait, tout ce qui tourne autour des do-it-yourself, Raspberry, les Arduino, et là, je m'initie un peu à la imprimante 3D. Et c'est vraiment quelque chose de fun, et un monde qui est fantastique. Alors, dans tout ce que je vais vous montrer, là, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de réception radio. En fait, la réception radio est quelque chose qui est légal en France. On peut écouter à peu près tout ce qu'on veut comme fréquence radio. Il faut savoir que émettre en radio, par contre, est soumis à une réglementation très forte. Il y a l'équivalent d'une certification en fait, à passer, c'est la notion une licence à définir, à avoir, à obtenir. Il y a un diplôme à avoir qui permet en fait d'émettre. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment de la réception et c'est légal. Émettre, en dehors de certaines plages de fréquences, est illégal en France. Et c'est un coup avoir une camionnette de flics qui débarque en chez soi et qui saisit tout le matériel. Donc il faut être plutôt rigoureux là-dessus. Pour comprendre un peu la radio, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va reprendre un tout petit peu les bases et la notion de modulation de signal. La modulation de signal, en fait, l'idée, c'est de dire j'ai une donnée à transmettre et par les airs, eh bien, cette donnée, je ne peux pas la transmettre de manière brute. Je vais la moduler, la transformer, soit en AM, soit en FM. Donc, ce sont des modulations de signal qu'on connaît très bien, qu'on utilise aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans les radios de nos voitures, pour recevoir la radio FM, enfin les radios de musicales ou de chat. Et dessus, en fait, on a deux types de modulation. Soit par amplitude, qui est plutôt mauvais sur des longues distances et qui est très sensible aux parasites, ou la radio FM, ce qu'on a l'habitude d'écouter dans nos voitures. Et la radio FM, c'est de la modulation de fréquence. Donc pour transmettre le même signal, soit je varie l'amplitude, soit je varie la fréquence avec un tout petit peu de matériel. En fait, un récepteur analogique FM, c'est l'anatomie de ce type de récepteur, c'est quelque chose qui date des années 30 et qui est vraiment très bien connu aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir une antenne qui va recevoir mon signal, donc quelque chose, un bout de fil ou n'importe quoi. On a un amplificateur qui va permettre de ce signal très faible qui ressort mon antenne de commencer à donner une fréquence, un signal électrique un peu plus important que des composants derrière, type des résistances, des condensateurs, des bobines, des transistors, vont être capables d'interpréter. On va avoir un filtre passeband qui va permettre de dire je suis sur la fréquence 102.1 par exemple, et tout ce qu'il y a autour, ça ne m'intéresse pas. Je veux uniquement écouter sur cette fréquence-là. Mon mélangeur, ici, va me permettre de retirer toute la partie porteuse de mon signal. Donc je vous ai montré là juste avant, on avait des petites sinusoïdes qui se baladaient. Et bien ça permet de sortir vraiment un signal audio par le biais de mon filtre audio et après un amplificateur pour mettre dans un haut-parleur et pour avoir un signal que je puisse écouter. Ça c'est quelque chose qui est très facile à réaliser avec des composants discrets. Néanmoins, les composants discrets c'est des condensateurs, des résistances, c'est du matériel facile d'accès. Mais qu'on soude sur un circuit imprimé. Et là, en fait, pour le faire évoluer, ça devient vraiment compliqué. L'idée, en fait, de la radio numérique, c'est de numériser le plus tôt possible le signal. Et donc, ce qui sort de l'antenne, eh bien, je vais tout de suite le faire rentrer dans une CPU. Et après, une CPU, c'est du code, c'est des algos à dérouler. Donc, je vais retrouver à peu près au début, la même chose, une antenne, un amplificateur. Après, je vais rentrer avec un convertisseur analogique numérique. Et puis derrière, sur ma CPU, je vais pouvoir passer les transformations de Fourier ou d'autres algorithmes plus ou moins complexes et qui vont me permettre vraiment de commencer à être moins lié aux composants électroniques que j'utilise. Et donc de pouvoir dire, ce récepteur, là aujourd'hui je vais faire de la FM, demain je vais pouvoir faire recevoir de la TNT ou d'autres protocoles sans trop de difficultés. Et
c'est la notion de software defined radio. C'est d'un point de vue logiciel que je vais décrire comment est-ce que je vais transformer mon signal. C'est très facile d'accès. Alors très facile, il faut vraiment avoir une fibre en termes d'algorithmie qui est plutôt importante, mais néanmoins c'est du code. Il y a beaucoup de bibliothèques qui existent sur le net dans ce sens-là. C'est très pratique pour faire du prototypage. Par exemple, on trouve très facilement des personnes qui ont d'abord développé des émetteurs de TNT à l'aide de ce type de matériel-là, à l'aide de ce type de méthodologie-là. Plutôt que de commencer à souder des composants, eh bien, ils vont plutôt se mettre à écrire des algorithmes pour réaliser ça. Une autre particularité de pouvoir écrire des algorithmes, c'est qu'on peut utiliser des fonctions mathématiques qui sont impossibles à réaliser avec des condensateurs et des composants. Alors je reviens beaucoup dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. On peut mettre en œuvre des nombres complexes. Rappelez-vous vos cours de maths, il y a un petit paquet d'années, i carré égale moins 1, eh bien écrire ça avec des composants c'est très compliqué. Une CPU elle le fait sans aucun problème. Et l'idée en fait c'est que ça permet de dessiner une constellation de points sur un cadran et de dire là je vais faire passer beaucoup plus de données en fait dans le même signal. Alors je vous parle de tout ça, mais en fait c'est quelque chose qu'on a déjà autour de nous depuis un paquet d'années. La GSM est la première utilisation très grand public de cette approche-là. Ensuite on a la 3G, la TNT, le Wi-Fi, qui reposent vraiment sur ces bases-là. Et l'idée c'est, comme c'est du logiciel, eh bien on peut le faire évoluer également. Alors les constructeurs ne nous le vendent pas de cette forme-là, mais néanmoins en fait lorsqu'on est passé de la norme GSM à la norme Edge, eh bien il n'y avait normalement qu'à patcher les firmware de tous les appareils qu'on avait pour bénéficier de cette évolution du protocole. Les composants derrière n'avaient pas du tout besoin de changer. Les fréquences étaient les mêmes, juste un nouvel algorithme qui permettait d'avoir des meilleures performances au niveau des données transmises. On peut également l'utiliser dans la partie do it yourself. Tout ce qu'on peut faire en fait avec ce genre de matériel, ce genre d'approche, c'est par exemple écouter les télécommandes des portes de garage, commencer à ouvrir la sienne, ou alors juste recevoir le signal et puis commencer à jouer avec, ou même aller un peu plus loin, on peut assez facilement recevoir les images des satellites de météo, ceux qui sont au-dessus de nous, là, qui transmettent qu'on a les belles images à la télé pour prévoir la météo, et bien en fait on peut les recevoir avec un petit peu de patience. Et là c'est vraiment parce qu'on a du matériel qui n'est pas du tout bridé sur une fréquence donnée, sur un protocole donné, on peut faire bosser des algos qui vont permettre d'interpréter tout ça. Donc l'idée en fait c'est vraiment de remplacer du matériel qui était très très spécifique par quelque chose de beaucoup plus simple, enfin de beaucoup plus abordable. On est des développeurs essentiellement, donc on aime tout ce qui est logiciel, et dès qu'il y a du matériel en fait ça devient vite compliqué. Là-dessus, qui a ça chez soi? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui joue avec ce genre de matériel, et l'idée en fait c'est d'avoir quelque chose de plus accessible, et surtout de bénéficier dans le monde du grand public de matériel qui était vraiment destiné à une population très très restreinte, qui est la population des radioamateurs, qui sont des personnes donc, qui ont passé une licence et qui ont des appareils qui valent quelques milliers d'euros pour écouter, émettre sur des fréquences un petit peu particulières. Donc moi, c'est ce que je vous décris aujourd'hui, c'est vraiment de la réception. La réception, d'un point de vue logiciel, on peut utiliser différentes briques. Il y a GNU Radio, qui est un ensemble de bibliothèques, un ensemble de composants qui vont être qu'on va pouvoir assembler pour dire là j'ai un démoduleur, puis après j'ai un interpréteur, et puis là je vais pouvoir finalement dresser tout un ensemble d'outils qui vont me permettre par exemple de fabriquer un récepteur DVB-T. C'est la norme TNT, la prochaine norme TNT, DVB-T2. C'est à voir qu'est-ce que je peux recevoir. Alors en France, on n'est pas encore là-dessus, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. On peut également utiliser des outils un peu plus sympathiques. RTL 433, qui permettent en fait de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui circule sur ce type de télécommande. Ça, c'est par exemple une télécommande pour ouvrir les Velux chez moi. Et avec ce type de logiciel, eh bien, on va pouvoir voir les trames circuler et commencer à les interpréter. Et pour voir circuler les trames, eh bien, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un analyseur de spectre. En fait, c'est vraiment le débugger par excellence du hobbyiste en radio. C'est exactement comme un Wireshark qu'on a l'habitude d'utiliser sous Mac ou sous Linux pour faire du sniff réseau, voir toutes les trames qui circulent et après les interpréter. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'outil, là, celui-ci, on a en fait une notion d'historique du signal, de démodulation du signal sur un certain nombre de choses qu'il peut connaître, ou alors la partie
force, amplitude de mon signal. L'idée, en fait, là, c'est je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'avec la radio FM, on peut déjà recevoir un petit peu d'informations, et comment est-ce que derrière, on peut commencer à voir un petit peu plus qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc l'idée, là, je vais vous présenter dans quelques secondes mon matériel que j'utilise, mais c'est une clé USB qui est normalement dédiée à recevoir de la TNT, donc la télévision par les ondes hertziennes. Et cette clé USB-là est un tout petit peu magique, on va revenir dessus un petit peu plus tard. J'utilise un outil donc, sous Mac qui s'appelle Cubic SDR et qui va permettre en fait de recevoir la radio et qui m'affiche un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de moi. Là, je l'ai tuné sur 103.1. Je lui ai dit, mets-toi sur cette fréquence-là. La fréquence qu'on lui a demandé. Là, sur celui-ci, c'est sa caractéristique technique, en fait, je reçois 2 MHz autour de ce que je lui ai demandé. Donc, je reçois de 101 points quelque chose jusqu'à 104 quelque chose. Ça veut dire, en fait, que bien que je lui demande de mettre sur cette fréquence, il va m'écouter autour et je peux écouter, en fait, 2 radios simultanément, si je veux. Alors, pour écouter la musique, ça n'a pas grand intérêt, mais ça me permet, en fait, d'avoir d'autres propriétés. Ce qu'on a sur cet outil, c'est une première partie en bas, la partie bleue et jaune et rouge qui défile, qui est ce qu'on appelle la chute d'eau. Donc ça, c'est l'historique de la force de mon signal au cours du temps. Au milieu, là, c'est vraiment la force de mon signal, l'intensité, et en fait, les petites vagues que l'on voit représentent vraiment l'endroit où j'ai du signal, où j'ai vraiment quelque chose qui est à cet endroit-là. Ensuite, lorsque je me mets sur une fréquence donnée, eh bien, je vais avoir une partie zoom en haut qui va me permettre de restreindre un petit peu mieux, là, de mieux affiner mon réglage de radio. Et ici, en fait, sur la droite de mon écran, je vais pouvoir avoir en fait une décomposition. Écoute une radio FM, telle qu'on peut l'écouter dans notre voiture. Et on a vraiment ici la caractéristique d'un signal FM traditionnel. On a sur les premiers kilohertz, en fait, jusqu'à 20 kHz, c'est la composante mono de mon signal. Mono, c'est j'ai le même son entre la droite et la gauche. Là, c'est sans doute une voix qu'on a en ce moment, c'est pas la musique. Ensuite, on va avoir un pic de séparation qui va permettre en fait de dire au récepteur, eh bien, les plages de fréquences que tu vas avoir après vont concerner la partie stéréo de mon signal. Alors là, c'est une voix, donc on a peu d'écart entre la droite et la gauche, mais il faut savoir que la partie stéréo de mon signal se trouve à cet endroit-là. Donc ça commence à devenir intéressant. Et en fait, ici, vous avez encore 2 petits pics qui se baladent. Et ça, c'est le RDS. Le RDS, c'est ce qui nous permet d'afficher sur la voiture le nom de la station et qui permet d'afficher le nom de l'artiste, etc. Et bien en fait, ces 2 petits pics, donc c'est vraiment là, une composante numérique de mon signal et qui va être interprétée par les récepteurs qui vont bien. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant sur ces signaux-là, tiens, là on voyait très bien l'agitation qu'on avait ici, hop, voilà. Ici, là, on a en fait la partie stéréo de mon signal, où on a un déphasage entre la droite et la gauche, et là, on a vraiment cette information qui est transmise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit, ça date des années 30, ce protocole, enfin, cette modulation de fréquence, et ça a été enrichi au cours des années, et comme les récepteurs sont devenus de plus en plus sensibles, eh bien, où au début, on n'écoutait que les 20 premiers kHz du signal, petit à petit, on déborde de plus en plus pour ajouter le RDS qui est tout à la fin. Et en fait, l'intérêt, c'est que les vieux récepteurs continuent toujours à recevoir de la radio normale, et au fur et à mesure que le récepteur évolue, eh bien, on enrichit la porteuse, enfin le signal transmis, plutôt que de le casser, comme on a malheureusement l'habitude de voir lorsqu'on passe de la TNT à la TNT2, où on va changer tout notre matériel. Donc ça, c'est l'outil par excellence de debugging d'un signal. Alors une autre particularité qu'on peut faire avec, en fait, c'est on peut lui demander de se mettre sur une plage de fréquence, bien sûr, tout à fait peu commune. Et en fait, là-dessus, je vais le mettre sur 868 MHz. Et normalement, ça correspond à la fréquence donc, de cette télécommande. Celle-ci, c'est une télécommande que j'ai qui permet d'ouvrir des Velux chez moi. Et quand j'appuie sur un bouton, là je viens d'appuyer sur un bouton et vous voyez, eh bien, tout le monde s'est réveillé. J'ai eu mon signal qui est apparu. En fait, la fréquence sur laquelle il faut que je me tune, c'est celle-ci. Donc on est à 868.1
2.2. Et en fait, à chaque fois que je vais appuyer dessus, eh bien, je vais voir mon signal apparaître. Et ça me permet ici de régler les prochains outils pour comprendre le signal que j'ai, pour essayer de l'interpréter et à terme, avec d'autres matériels, pouvoir le rejouer. Alors, ça, c'est, je vous ai dit, émettre est quelque chose de très réglementé. Ça, c'est un appareil qu'on utilise dans la maison de tous les jours. 433 MHz, 868 sont des fréquences sur lesquelles on peut émettre librement, avec une puissance très très faible. Il ne faudrait pas non plus que quand j'appuie là-dessus, j'ouvre le Velux de mon voisin qui se trouve à quelques kilomètres. Il y a un an là-dessus, il y a une puissance qui est très limitée volontairement. Et j'ai le droit malgré tout d'émettre sur ces fréquences-là. Donc avec cet outil, ça va me permettre de commencer à trouver sur quelle fréquence émettent les différents appareils ou ce que je veux écouter. Mais je peux me mettre également en plein milieu et me mettre à écouter la fréquence de transmission de la police par exemple, ou alors des arrêts de bus, les arrêts de bus qui affichent à peu près en temps réel les horaires de transport. Et bien en fait ils utilisent pour certains modèles ce qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune, les tam-tams. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des petits appareils de poche, et on appelait un numéro et en fait ça nous affichait sur le digicode, enfin, le petit LCD du tam-tam, donc celui qui l'avait, rappelle-moi, ou ça lui laissait un petit message ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout, mais en fait il faut savoir que toute l'infra existe encore, elle est toujours opérationnelle et qu'il y a du matériel industriel qui l'utilise. Donc on peut se mettre à écouter ce genre de fréquences avec ce matériel-là. Alors la plage de fréquences qui se trouve autour de nous est très très riche, elle est divisée, elle est également très réglementée. Et là-dessus, en fait, ce que l'on a, eh bien, on va avoir la CB à 27 MHz. La CB, c'est ce qui était beaucoup utilisé par les routiers pour communiquer entre eux par le biais des talkie-walkie, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les séries. Ensuite, on a la radio FM, que tout le monde connaît, autour de 100 MHz. Et puis ensuite, on va trouver une première fréquence qui est la domotique, à 433 MHz. Ensuite, la télé analogique, donc qui vient de s'arrêter, la TNT, le GSM, la 2G, la 3G, le 4G et le Wi-Fi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la fréquence des avions. Les avions, en fait, émettent à 1090 MHz des données un petit peu particulières. Et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Donc pour recevoir ce type de fréquence, eh bien aujourd'hui j'utilise donc une clé USB qui est à l'origine dédiée à recevoir de la TNT. Et elle, en fait, elle a un chipset un tout petit peu particulier qui lui permet de ne pas se brider sur une fréquence donnée. Certains modèles, les modèles grand public traditionnels, en fait la seule chose qu'ils donnent, c'est un beau flux numérique qui est donné, la clé USB fait toute la démodulation de signal, toute la correction d'erreur, et donne un beau flux MPEG-2 au décodeur. Donc la capsule, c'est du MPEG-2, et dedans, c'est bien du MPEG-4 pour la partie audio-vidéo. Mais là, la partie transport est une vieille norme qui est toujours utilisée. L'intérêt de cette clé USB, c'est qu'elle écoute sur une plage de fréquence très très large, de 25 MHz jusqu'à 1 giga-7. Et donc en plein milieu, en fait, on a vraiment beaucoup de choses. Et surtout, elle est vraiment, vous voyez, 15 €, enfin pas très cher. Et comment est-ce qu'on est arrivé à ça? En fait, c'est un développeur qui a voulu faire du reverse engineering sur ce type de carte pour adapter le driver de Windows, le faire passer sous Linux, et qui s'est rendu compte en fonction de la configuration de la clé, eh bien, soit elle donnait le flux MPEG-2, soit elle donnait en fait un flux radio brut. Et c'est là où il s'est rendu compte que ce type de clé avait un très très fort potentiel. Alors, la radio logicielle n'est pas apparue avec ce type de clé. Ça fait des années que ça fonctionne avec d'autres matériels, mais cette clé-là a vraiment la particularité d'être largement disponible sur le net. Alors, du fait que cette clé-là, ce chipset-là a été trouvé pour répondre à ne pas être bridé, il y a beaucoup de modèles qui existent maintenant sur Internet, mais c'est du matériel grand public. Alors que d'habitude, pour ce type de matériel, eh bien, il faut compter entre 20 et 40 fois ce prix-là pour avoir des performances similaires. Pour ce type de clé, en fait, c'est quelque chose de très facile d'accès. Néanmoins, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. L'étalonnage de la clé est un petit peu fastidieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la déviation de la fréquence est linéaire. Ça veut dire qu'une fois que je l'ai réglé une fois, eh bien, en fait, quelle que soit la fréquence sur laquelle je me trouve, la dérive est toujours la même. Elle varie en fonction de la température de la clé
Là, ça fait quelques minutes qu'elle est branchée, elle est bien chaude, et maintenant elle sera toujours bonne. La qualité de réception est pas extraordinaire, néanmoins, pour faire le projet d'aujourd'hui, ça suffit amplement. Et d'un point de vue mécanique, en fait, le connecteur de l'antenne, c'est pas ce qu'on a derrière nos télés, un bon vieux connecteur BNC ou autre, c'est quelque chose de super fin, plutôt fragile en fait, et qui est pas très apte à être beaucoup manipulé. Mais il existe d'autres variantes de ce type de clé qu'on verra un petit peu plus tard. Alors maintenant que j'ai mon matériel pour recevoir les fréquences radio, eh bien on va s'intéresser un tout petit peu sur la partie avion. Les avions, qu'est-ce qu'ils font? La surveillance du trafic aérien aujourd'hui est faite essentiellement à base d'antennes radar. Donc vous les avez déjà vues, ce sont du matériel lourd, sont des très grosses antennes qui tournent sur elles-mêmes à un rythme de 1-2 révolutions par dizaine de secondes. Enfin, c'est quelque chose qui est très long. Donc ça tourne sur lui-même, ça émet une onde radio, et par effet Doppler, lorsqu'il y a un objet qui réverbère cette onde radio, on en déduit sa position. Ensuite, ces antennes-là ne font pas la différence, pouf, comme ça, entre un bâtiment, un oiseau ou un avion. On sait par expérience que lorsqu'on a un écho de telle force, de telle forme, eh bien, ça correspond à un avion ou que ça correspond à un oiseau ou autre. Et tout l'enjeu, en fait, des antennes radar et des avions militaires, c'est de réduire cette empreinte, cette réflexion des ondes, et pour être justement invisible par rapport à ce type d'antenne. Alors cette antenne, donc, elle fait une révolution. Quand elle envoie une onde et qu'elle la reçoit, en fait, elle est capable de connaître la distance de l'objet. Elle connaît également l'angle au moment où l'écho a été redonné. Mais un avion, ça vole. Ça ne donne pas juste quelque chose sur un plan 2D. Et ces antennes, elles ne sont pas capables de donner l'altitude d'un avion. En fait, ce qui se passe, c'est que les avions sont dotés d'un transpondeur passif qui, lorsqu'ils reçoivent un écho d'un radar, eh bien, dans la réponse, en fait, ils renvoient en plus leur numéro de vol, leur identifiant commercial et l'altitude à laquelle ils se trouvent. Ce qui fait que les bases au sol vont être capables de déterminer un peu plus, ça c'est un avion, quel est son numéro de vol, et puis le positionner dans un espace en 3D. Donc ça nous donne en fait la manière dont les espaces aériens sont couverts. Alors c'est du matériel qui a peu évolué en termes de technologie. Ça date des années 70 et c'est quelque chose qui évolue assez peu. En fait, ça évolue assez peu, néanmoins. Dans les années 2000, eh bien, il y a un organisme de l'aviation civile américain qui s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Et ils en sont arrivés à construire une nouvelle norme qui s'appelle ADS-B et qui consiste en fait à doter tous les avions d'un émetteur qui va émettre en permanence, continuellement, des informations sur les données de vol de l'avion. Alors, ce qu'il va émettre, c'est la position de l'avion, son altitude, alors la position mesurée au GPS, son altitude, son cap, sa vitesse, son identifiant de vol et quelques autres infos. Et il les émet en permanence, pas à une cible donnée. Donc c'est vraiment, il fait un broadcast en permanence, il émet dans toutes les directions. Et l'intérêt, en fait, c'est que moi, je peux avoir un récepteur, enfin moi en tant qu'avion ou en tant que base au sol, je peux avoir un récepteur et je vais me mettre à écouter et je vais avoir toutes les informations des avions qui vont se mettre autour de moi. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment les avions, en fait, tous les aéronefs, autant des avions de ligne que des petits avions de tourisme ou des hélicoptères, sont dotés de ce type de matériel. Et autant les bases au sol que les aéronefs peuvent recevoir ces infos-là. Là où hier, lorsqu'un avion volait dans le ciel, eh bien, s'il n'était pas doté d'un radar, il ne savait pas quels étaient les avions qui étaient autour de lui. Et bien maintenant, avec cette approche-là, il peut également recevoir la position des autres engins qui sont autour de lui. Donc ça lui permet d'évoluer beaucoup plus sereinement dans un espace où son antenne serait pas, enfin, son radar serait défectueux, ou tout simplement pour mieux connaître l'espace autour de lui. L'idée de ça également, c'est comme l'avion mesure sa position au GPS, eh bien il connaît très très bien sa position. Comme il connaît très très bien sa position, eh bien il peut la transmettre. Et aujourd'hui, les antennes radar ont, en fait, du fait de leur évolution, qu'elles tournent régulièrement, elles ne connaissent pas en permanence la position des avions. Les contrôleurs aériens laissent beaucoup d'espace entre les avions pour éviter bien sûr qu'ils se rentrent dedans. Mais comme l'espace aérien est très large à ce niveau-là, comme il y a beaucoup d'espace entre les avions, eh bien, il y a beaucoup d'avions qui sont loin des aéroports.
Et l'idée, en fait, avec cette norme-là, c'est comme on connaît mieux les avions, on pourra les faire plus denses dans le même espace aérien, et à la clé, pour les compagnies aériennes, des économies de carburant. Ça, c'est vraiment la promesse de cette norme-là. L'idée également, c'est de mieux connaître la position des avions, de mieux anticiper leur déplacement. Alors, il faut savoir qu'en termes de portée, des ondes radio, de ce que ces avions sont capables d'émettre, c'est une portée de 400 km à peu près. Comme les avions sont très hauts dans le ciel, eh bien les ondes sont vraiment à vue, elles sont limitées par la courbure de la Terre, et également cette fréquence-là est très sensible au feuillage des arbres, aux bâtiments. C'est pas comme la radio FM où ici dans un bâtiment et ça traverse plutôt bien. Là, une baie vitrée ou alors un mur en béton, eh bien arrête très facilement ce type de fréquence. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Aujourd'hui, donc cette norme va devenir obligatoire sur tous les avions voulant atterrir sur le sol américain en 2020, donc c'est demain. Et dans les avions commerciaux qui volent, il y a 70% des avions qui en sont équipés. De manière ironique, en fait, 80% des avions en Europe contre 60% des avions aux US. Donc ils ont encore un petit temps pour se redévelopper dans ce sens-là. Alors le type de matériel, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à obtenir. En fonction de si on a un avion de ligne ou un avion de tourisme, ça coûte plus ou moins cher. En fait, il y a un facteur de 10 entre les deux. Les avions de tourisme, ça vaut 1500 € à peu près le matériel. Pour les avions de ligne, c'est un peu plus élevé. Ça s'adapte pour les avions de ligne et également pour les hélicoptères. En fait, en se mettant à écouter, il y a une fois, j'ai vu une trace un petit peu bizarre. Et en fait, il s'avérait que c'était l'hélicoptère du SAMU de l'aéroport, enfin de l'hôpital de Nantes, là, qui faisait des tours pour aller chercher une victime. Et ça ne correspondait pas du tout à un avion. Et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que cet hélicoptère-là était également équipé de ce matériel-là. Dans les données émises par les avions, eh bien, c'est quelque chose qui ressemble très fortement à un paquet TCP/IP. Des tout petits paquets de 112 octets, dont seulement la moitié sont des données réellement utiles. Alors aujourd'hui, il y a 5 types de messages. La norme n'est pas du tout figée à ce niveau-là. Et dans les données qui sont transmises, on a vraiment les données essentielles de vol. Donc c'est vraiment position, altitude, enfin tout ce qui concerne la position. Et la fréquence d'envoi, c'est à peu près une fois toutes les secondes. En fait, ça dépend du matériel qui est utilisé. En termes de contenu d'un paquet, eh bien, les données ne sont pas très compliquées. En fait, donc sur ces 112 octets, on va pouvoir les diviser en plusieurs parties. Les 2 premiers octets vont être utilisés pour faire la partie message d'identification, pour dire là ce que tu vas recevoir, c'est un identifiant de vol. Ensuite, on va avoir l'équivalent d'une adresse MAC. En fait, tous les avions ont un identifiant de série qui est unique, et donc s'appelle l'ICAO, et qui va permettre de définir quel est l'avion, le numéro de l'avion. Ensuite, on va avoir vraiment la donnée utile. Donc là, c'est en plein milieu, ça commence par 202, ça se termine par E0. Donc là, c'est un identifiant de vol commercial. C'est un Air France KLM. Et ensuite, une somme de contrôle derrière pour dire si le paquet reçu est intègre ou pas. Alors, ils ne se sont pas cassés la tête sur cette somme de contrôle. Ils ont pris le plus vieil algorithme du monde qui existait, de la redondance cyclique qui date des années 80. Il n'y a même pas de correction d'erreurs comme on pourrait avoir l'habitude avec les rares qu'on peut récupérer sur le net, ou quand j'ai paumé un paquet, c'est pas grave, j'ai des fichiers pour reconstituer les données. Là, ils ont pris le truc le plus basique possible. Alors c'est super, on reçoit la position des avions, on a des choses vraiment intéressantes, mais en fait, il n'y a pas de timestamp sur les données. Les données, elles ne sont pas cryptées, elles ne sont pas signées. Et en fait, je voulais juste imaginer si on fait circuler ce type de données en clair sur le net en ce moment, ce qu'on peut faire avec. Dites-vous qu'on fait la même chose avec des avions. En fait, c'est un sujet qui a déjà été abordé depuis pas mal d'années, notamment à la DEFCON 20, qui est une conf de hackers qui s'est déroulée en juillet 2012, où une personne décrit en fait toutes les lacunes de ce protocole-là, et qui dit également qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et la réponse de l'organisation, de l'organisme de l'aviation qui est à l'origine de cette norme-là, c'est ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, tout fonctionnera tout le temps, et fermez les yeux parce que tout fonctionne tout le temps tout bien. Bon, moi je suis plutôt sceptique là-dessus. En termes de récepteurs, alors on a vu la partie, la clé USB, et maintenant en fait l'antenne qui peut être utilisée, il y en a de plusieurs types. En fait, il faut savoir que les antennes est un sujet de recherche encore très active, et même dans les téléphones, l'antenne est vraiment très primordiale. La forme de l'antenne, la longueur des pistes, il y a beaucoup de choses à ce sujet-là. Il y a des antennes
qui ont une forme donnée, et puis les antennes, en fait, c'est juste un carré. Et en fonction de comment est-ce qu'il est alimenté, eh bien, il va pouvoir recevoir plus ou moins certaines fréquences. Et donc, ce sont des antennes logicielles qui sont vraiment très rigolotes. Moi, dans mon cas, j'ai choisi en fait de faire une petite antenne, donc qui fait 10 cm de haut, qui est haute comme ça, qui est faite en fil de cuivre, comme on a dans nos prises électriques de maison, et qui est constituée en fait de deux tronçons particuliers. Et avec ce type d'antenne, eh bien, j'ai une portée de 150 km en terrain découvert. Donc je me mets au milieu d'un champ, et en fait avec ça, eh bien, je reçois sur un rayon de 150 km les avions autour de moi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. À la différence en fait par rapport à une antenne de ce type-là, où là j'ai une portée de plutôt 70 km. On va revenir dessus, on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, dans une antenne, il y a une de ses caractéristiques qui est liée à sa notion de longueur d'onde. Ici, là, en fonction de la fréquence de ce que je veux récupérer, de ce que je veux écouter et de la vitesse de la lumière, eh bien, ça me donnait une certaine mesure. Et l'antenne que j'ai réalisée, eh bien, elle est un quart de longueur d'onde. Cette antenne-là, on appelle ça un doublet demi-onde, et elle me permet en fait d'être vraiment une métrique proportionnelle à la longueur d'onde que je veux recevoir. Je me suis amusé en fait à essayer de comprendre, enfin plutôt de constater le vrai intérêt d'avoir fabriqué cette antenne-là. Alors d'abord, je l'ai fait parce que c'était rigolo à faire, parce que je peux le faire, mais je me suis dit, ok, super, je me suis éclaté, mais est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Donc, vous avez en fait là, sur l'écran de choses, et d'un côté les photos des différentes antennes que j'ai utilisées, donc mon antenne W demi-onde, donc celle que j'ai fabriquée. Ensuite, l'antenne TNT, donc ça c'est celle qu'on a directement lorsqu'on achète une clé TNT, et après la même que j'ai coupée à mon quart de longueur d'onde. Donc histoire de reprendre le calcul que j'ai fait juste avant. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous avez grande, petite araignée, donc grande c'est celle-ci, donc l'antenne d'origine. Petite, donc c'est la même qui est coupée. Alors en fait la grande, là le graphique il m'illustre le nombre d'avions que je vais recevoir sur une journée. Là j'ai fait une écoute sur plusieurs jours, et donc on voit que la grande antenne, eh bien, elle reçoit à peu près entre 3 et 4 avions en même temps sur toute une journée. Ma petite antenne, donc vraiment j'ai coupé à ma longueur d'onde, elle est déjà beaucoup plus sensible. Alors là, c'est vraiment le coup de... C'est pas la taille qui compte. Il faut vraiment être sensible à ça. Et vraiment, pour une antenne, c'est pas parce que c'est plus grand que ça va donner des meilleures qualités de réception. Et ensuite, mon antenne araignée, ou doublet demi-onde, araignée c'est plus facile à prononcer, et bien là j'ai vraiment quelque chose de plutôt optimal par rapport à ce que j'ai. Enfin, c'est la meilleure qualité de réception que je peux avoir avec ce type de matériel. Donc entre 10 et 12 avions que je peux recevoir sur la journée, en fait à un instant donné. En termes de portée, donc je vous ai dit, doublet demi-onde 150 km, celle-ci 70 km, et ma petite donc que j'ai coupée, là je suis à 90 km. Donc ça c'est vraiment en terrain découvert. Chez moi j'habite dans un lotissement, et bien j'ai des murs en béton autour de moi, et en fait ça restreint vachement le rayon que je peux recevoir. Je peux recevoir que dans une direction donnée, et tout ce qui est derrière moi à cause de ma maison, eh bien je ne peux pas recevoir les autres avions qui sont derrière. Alors je vous ai dit, le monde des antennes est plutôt riche en termes de réalisation ou autre. Il y a un gamin qui s'est amusé à faire le même type d'antenne que moi avec des trombones, et en fait c'est juste bluffant le résultat qu'il a, ou avec des canettes de coca. C'est assez rigolo de voir toutes les réalisations qui sont faites à ce niveau-là. En termes de matériel, pour mon projet, j'ai utilisé un Raspberry Pi. Donc c'est une plateforme qu'une très grande partie d'entre vous doit connaître. Une toute petite CPU, c'est une carte qui tient dans le creux de la main et qui est vraiment pratique en termes d'utilisation. Là, c'est celui que j'utilise. En fait, il est au fond de mon jardin. Je l'alimente en PoE, donc j'utilise en fait mon câble Ethernet pour faire circuler autant de la donnée que du courant dedans. Et en fait là je suis à 35 mètres de mon alimentation. Je voulais pas mettre du 220 volts au fin fond de mon jardin, mais plutôt l'alimenter par un câble, et puis parce que c'est rigolo à faire. Moi j'aime bien me donner des petits défis dans ce sens là. Et alors le montage complet, là c'était une photo avant de mettre en place le PoE. Donc c'est mon antenne,
ma clé USB, mon Raspberry, une petite clé USB pour éviter de cramer la flash du Raspberry parce que j'écris en permanence des données, on va revenir juste après. Et en fait, ce petit matériel-là me permet de remplacer une console de ce type-là. Alors ça, j'exagère un petit peu le trait, mais c'est une console qui date de la guerre froide et qui permettait donc de recevoir des avions et qui était vraiment apparemment très très optimale. Avec mon matériel, là, je suis 4 fois meilleur que ce type de console. En termes de logiciel, eh bien, je peux utiliser, en fait, le monde est très très riche sur GitHub, il y a plein de projets qui existent, notamment Dump 1090, et qui permet en fait de récupérer les trames reçues, de les décoder, et de m'afficher en fait sur un graphique, un tableau de ce type-là, en console, les différents avions qui ont été reçus. Et donc dessus, en fait, sans chose particulière, en fait, sans traitement extraordinaire, il me décode en fait la position des avions. Donc on a la latitude, la longitude, qu'on va trouver plutôt sur la droite de l'écran. Donc ça, c'est les coordonnées GPS que mon avion a transmis. On va également avoir sa vitesse, donc 859 km/h par exemple, son angle, son altitude, etc. Et donc ça sont les données que je peux recevoir, que je reçois. Ensuite, c'est bien beau de l'avoir en console, mais moi j'aime bien en fait pouvoir mieux me représenter où se trouve l'avion. Je ne sais pas lire de manière courante les coordonnées GPS. Et donc là-dessus, en fait, il existe cette fois un outil qui va s'appuyer sur celui que je viens de vous présenter et qui intègre d'autres composants. ADSB Receiver, qui en fait enregistre les données dans une base HSQLDB, m'affiche sur une carte les données, et ça me permet d'avoir ce type de représentation. Donc sur un fond de carte, il va m'afficher autour de moi les différents avions. La couleur correspond en fait à l'altitude de l'avion. Et ensuite, je vais pouvoir avoir un historique des différentes traces de mes avions. Donc un historique, et bien là en fait au-dessus de Nantes, on a un petit couloir aérien. Et là, c'est un avion qui passe en permanence et qui me permet en fait, et là j'ai la possibilité d'avoir la trajectoire de mes différents, de ce que j'ai pu enregistrer. Donc là, il écrit ça dans une base HSQLDB. Également, il me donne des métriques qui sont très intéressantes à l'aide d'outils qu'on a l'habitude d'utiliser plutôt pour la partie supervision et monitoring des serveurs. En fait, il utilise CollectD et RRD, qui sont les outils, le premier pour faire la collecte de données, le deuxième pour dessiner des graphes, et également qui sert également de base de données temporelle. Et donc ça me permet en fait d'avoir des informations, le nombre de messages que j'ai pu recevoir, le nombre d'avions que j'ai vraiment décodé comme il faut, également le nombre de la distance entre moi et l'avion, etc. Et donc là ça devient très très intéressant pour commencer à me constituer en fait une base de connaissances sur ce que j'ai pu recevoir. Alors avec ce matériel, donc je vous ai dit, j'ai à peu près une portée de 250 km, et c'est vraiment intéressant. Néanmoins, en fait, je suis plutôt limité. En fait, il existe plusieurs clés USB qui en fait intègrent le même type de chipset, mais qui sont un peu plus robustes en termes de connecteurs, de boîtiers. Je lui dis que ma clé, elle chauffait, donc en lui mettant un boîtier en alu, elle va permettre de mieux refroidir, et avec un petit peu plus des composants de meilleure qualité. Des filtres également, des filtres radio. Et bien en fait avec ce type de matériel, c'est partie de mes prochains projets, j'ai un gain de près de 40% en termes de portée. Donc là je pourrais aller jusqu'à à peu près 200 km, voire plus, pour recevoir les ondes radio. Et alors tout ça, eh bien, ça me permet en fait également de contribuer à des sites type Flight Radar 24 ou FlightAware, qui sont des sites sur lesquels donc, je vais avoir la position des avions à peu près en temps réel. Il faut savoir que ces sites ne sont pas en train de crawler une API que les aéroports mettent à disposition pour positionner les avions. En fait, leur base de données principale, c'est des personnes comme vous, moi, qui leur envoient les données de manière gracieuse et ils vont pouvoir les enregistrer. Alors, ils ont des balises qu'ils installent eux-mêmes, mais en fait, moi, si j'habite au fin fond de l'Oural en Russie, eh bien, je peux leur apporter des informations supplémentaires. En fait, il y a des zones sur le globe qui sont plus ou moins bien couvertes, mais, notamment l'Europe, les États-Unis, l'Asie,
Mais par exemple, les zones de conflit en Syrie, en ce moment, il n'y a plus aucun avion qui est couvert là-bas. Ou alors les océans. Les océans, en fait, sont des zones où on n'a plus aucune trace des avions. C'est comme ça que, par exemple, on s'est posé la question lorsqu'il y a eu un avion, la Air Malaysia, qui s'est crashé au milieu de l'océan et qu'on a mis beaucoup de temps à essayer de retrouver, qu'on n'a toujours pas trouvé. On s'est dit, il a apparu sur une borne à tel endroit, puis en fait non, c'était telle autre borne, etc. Et donc, les océans sont vraiment trop loin des côtes. Enfin, quand on est au milieu de l'océan, on est trop loin des côtes, les ondes radio ne passent plus, et il n'y a plus la possibilité donc, de les positionner de manière fiable. Les sites, eux, font une prédiction de l'endroit où va se trouver l'avion pour afficher que quand il est au milieu de l'océan Atlantique, eh ben, il est sans doute à cet endroit-là, mais ils ne le savent pas vraiment. En fait, en écoutant, eh bien, on peut également avoir ce genre de petites choses qui rigolotent. Là, donc, ce sont deux trajectoires qui ont été dessinées par Boeing et par Airbus, de l'année dernière. Boeing s'amusait à dessiner un de leurs avions sur le territoire américain, Airbus sur l'Allemagne, lors d'un vol d'inauguration d'un A380. Et là, en fait, pour ça, eh bien, en fait, il y a plusieurs dizaines de bornes qui ont été traversées. Et c'est par le biais de ce site que les trajectoires ont pu être agrégées et se rendre compte de tout ce qui a été, de la trajectoire complète de l'avion. J'espère vous avoir donné envie, avec cette présentation-là, de ce qu'on peut faire avec ce type de matériel et jusqu'où on peut aller. Je vous remercie pour votre attention.